Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie A du DNS8. On va tracer un diagramme de Bode. Alors voici le circuit. Vous avez en fait deux circuits RC l'un à la suite de l'autre. Et on va montrer que en fait la fonction de transfert de l'entrée à la sortie, c'est un produit de deux fonctions de transfert du premier ordre. Alors évidemment, il ne faut surtout pas vous dire que ce montage-là, c'est d'abord un circuit R1 C1 qui est là. Et puis je rajoute que j'étudie indépendamment de celui-là. Et une fois que j'ai fait ça, j'étudie ce circuit-là. Dans un deuxième temps, ça marche pas. Ça marche pas parce que en fait, ce que j'ai entouré en vert, ça prélève un peu de courant à ce nœud-là. Et du coup, ça perturbe le fonctionnement du premier étage. Enfin, ça perturbe. C'est fait exprès, hein, mais disons que ça, on ne peut pas le traiter aussi simplement. On va quand même montrer que malgré cela, malgré cette mise en garde, on arrive en fait à mettre la fonction de transfert comme produit de fonctions du premier ordre. Donc finalement, on arrive quand même à montrer que c'est équivalent à deux premiers ordres, l'un à la suite de l'autre. Mais pas R1C1 puis R2C2. Voilà. On va commencer par une étude asymptotique, c'est-à-dire on va pas faire de calcul, on va simplement déterminer qualitativement la nature du filtre. Donc on va se placer en basse fréquence. Et je vais faire le schéma équivalent du filtre. Donc ici on a R1. Et le condensateur en basse fréquence, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Ensuite on a R2, le deuxième condensateur, qui lui aussi se comporte comme un interrupteur ouvert. Ici on a US. Et là on a UE. Et je précise que je ne branche rien derrière ce filtre, hein, donc il n'y a pas l'intensité du courant vaut 0. Ce qui fait que on n'a pas de chute de tension aux bornes des résistances. Voilà, donc on n'a pas de chute de tension. Ça veut dire que la tension là, R2 fois I, ça vaut 0. Alors ici on a bien l'intensité I qui circule dans la résistance R2, et pareil pour la résistance R1, puisqu'il n'y a pas de courant qui passe au niveau des condensateurs. Et donc ça vaut aussi 0. Comme il n'y a pas de chute de tension, et bien on a US qui est exactement égal à UE. On va passer à l'étude haute fréquence. Donc cette fois-ci, le condensateur se comporte comme un fil. On va le représenter comme ceci. Donc là, c'était C2. C1. Et là, cette fois-ci, C2, c'est un fil. Et C1 aussi. Donc on a UE ici, et forcément on a US qui vaut 0 parce que c'est la tension aux bornes d'un fil. Borne d'un fil. Aux bornes d'un fil est nul. Voilà, donc on arrive au résultat. Ça laisse donc passer le signal en basse fréquence. Ça ne le laisse pas passer en haute fréquence, donc on a la conclusion. On a un passe-bas. Voilà, donc on n'a pas eu besoin de faire de calcul, et on sait déjà quel type de filtre on a. Donc forcément, il va falloir, quand on fait des calculs, qu'on retrouve cette propriété.
On va, justement, la question 2, c'est si on fait les calculs. Alors je vérifie que oui, il n'y a rien du tout. J'ai répondu à la question 1. Donc question 2, c'est on vous demande de calculer la fonction de transfert de ce filtre. Donc je vais procéder de deux manières. En fait, je vais le faire de deux manières. La première, c'est que je vais utiliser la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc on va voir qu'il y a quand même un petit peu de calcul, donc il faut y aller doucement, et ça passe. Et je vais aussi utiliser le pont diviseur de tension 2 fois de suite. Et là aussi, il y aura pas mal de calculs. Donc la première méthode, c'est avec la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc loi des nœuds en termes de potentiel. Voilà, donc j'ai reproduit le schéma. Et je vais placer différents nœuds. Donc la masse, je vais la mettre ici. Donc on va dire que c'est le point C. Le point A, je le mets ici. Là, c'est B. C, je l'ai déjà. Et puis ici, D. Donc j'ai écrit la loi des nœuds en termes de potentiel à deux endroits différents. D'abord en B, et puis ensuite au point D. Je ne vais pas l'écrire en A pour une raison simple, c'est que en fait ici ce n'est pas représenté, mais j'ai placé un générateur ou un instrument qui me donne un signal, et donc il y a du courant qui arrive au point A de l'extérieur. Donc je ne peux l'appliquer qu'en B et qu'en D. Alors en B ça donne quoi? Donc ça fait V de B moins V de A divisé par R1 plus V de B moins V de C. Donc je vais explorer, il y a trois branches à explorer à partir du point B, divisé par 1 sur JC1 oméga plus V de B moins V de D sur R2, et ça fait 0. Alors éventuellement, ce que j'aurais pu faire, c'est j'aurais pu faire V de B moins V de C, c'est-à-dire que je parcours toute cette branche-là jusqu'au nœud C. Bon, j'ai décidé de m'arrêter au point D. Ensuite, je fais la même chose au point C. Donc, sachant que vous vous arrêtiez au point D ou que vous alliez jusqu'au point C, c'est pareil. Hein, c'est exactement pareil. Ça va donner le même résultat à la fin. Donc, j'applique Millman au point D. Donc, ça fait V de B moins V de D sur R2 plus V de C moins V de D 1 sur JC2 oméga. Et ça fait 0. Donc quand je suis au point D, hein, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploré cette branche jusqu'au point B. Donc ça fait V de B moins V de D sur R2. Je reviens au nœud central et j'explore cette branche là. Donc c'est V de C moins V de D sur l'impédance du condensateur. Ça donne ça. Donc l'écriture des lois, elle est terminée. Donc maintenant, l'objectif, c'est de faire apparaître US et UE et de me débarrasser du potentiel VB, parce que en fait c'est celui-là qui m'embête. Quand on regarde le schéma, on voit que la tension d'entrée, en fait c'est le potentiel VA. Je vous rappelle que par définition une tension c'est une différence de potentiel. Donc U de E c'est V de A moins V de C, mais V de C est nul, donc ça donne cette équation. U de S c'est V de D, et V de C, évidemment, ça vaut 0. Donc je remplace, donc on avait dit V de A, c'est UE, V de C, c'est nul, V de B, ça on ne connaît pas, et V de D, c'est US. Ça c'est US. US et V de C, ça vaut 0. Du coup, ça se simplifie quand même pas mal. Et je vois bien que ce qui m'embête là, c'est V de B. Donc je vais l'isoler dans une équation et les réinjecter dans l'autre. Donc ça fait les calculs suivants.
Bon là c'est vraiment que des calculs, hein, c'est pas... C'est assez simple finalement, donc ça fait 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus J C1 oméga. Quand vous avez des calculs comme ça avec des indices 1 et 2, vraiment faites attention quand vous écrivez vos indices. Parce que... Alors ça me donne ceci, donc c'est UE sur R1 plus US sur R2. Donc je disais que faites attention aux indices parce que l'indice 1 a une fâcheuse tendance à ressembler à l'indice 2. D'ailleurs, je suis en train de faire... Enfin, c'est pas une erreur, hein, tant que vous arrivez à vous relire. Mais faites attention parce que il est possible que l'indice 1 dans vos calculs devienne à un moment donné l'indice 2 et ça c'est vraiment embêtant puisque du coup tout est faux. Voilà, faites juste attention. Je continue mon calcul. Donc j'ai US, j'ai 1 sur R2 plus JC2 oméga qui est égal à VB sur R2 et sauf erreur, je n'ai oublié aucun terme. C'est bien ça. Donc évidemment, moi, mon objectif, c'est de me débarrasser de VB. Hein, donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier toute cette équation par R2, ce qui fait que j'aurai isolé VB, et ensuite je vais le réinjecter là-dedans. Donc ça donne le calcul suivant. Donc ça fait US 1 plus J R2 CD oméga, donc là on fait attention, fois 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus JC1 oméga, c'est égal à UE sur R1 plus US sur R2. Donc quand on regarde la dernière équation, ça y est, j'ai plus que de US et UE, donc il n'y a plus qu'à isoler US et ensuite calculer US sur UE. Donc alors là maintenant c'est que du calcul, donc il faut y aller doucement pour pas faire d'erreur. Donc ce que je vais faire c'est multiplier ce que je peux faire d'intelligent. Non, pour l'instant je multiplie rien, je vais faire le calcul bêtement. Donc le terme en US sur R2, je vais le passer de l'autre côté de l'égalité. Je vais développer toute cette parenthèse, donc ça va faire sortir plein de termes. Donc là il faut essayer de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc si je distribue cette parenthèse dans cette parenthèse là, ça va donner 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus J C1 oméga plus ensuite ça fait J R2 C2 oméga sur R1 plus J C2 oméga plus J oméga au carré C1 C2 fois R2 moins 1 sur R2. C'est égal à UE sur R1. Donc je vais quand même regarder que j'ai pas fait d'erreur. Donc 1 fois tous ces termes-là, ça fait ces trois termes, les trois premiers termes. Ensuite, je multiplie le 1 sur R1 par JR2C2 oméga. Pareil pour le deuxième terme, ça donne JC2 oméga. Le R2 se simplifie. Et enfin, j'ai J oméga au carré, R2, C2, C1. Et j'ai le terme moins 1 sur R2 qui est venu de l'autre côté de l'égalité. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une simplification qui se fait.
Et si je rassemble, bah là du coup ça vaut le coup de multiplier l'équation par R1. Alors, en fait je savais pas par quoi je devais multiplier, parce que j'aime pas trop ces termes en 1 sur R, j'aime bien les termes en RC oméga. Le problème c'est R1 R1 c'est oméga ou R2 c'est oméga. Est-ce que je multiplie par R1 ou R2? Bon ben en fait il s'avère que c'est plus intéressant de multiplier par R1. Donc ça c'est en faisant les calculs qu'on s'en rend compte. Bah du coup continuons, on a US. Donc ça fait 1 plus J R1 C1 oméga plus J. Donc on a R2 C2 oméga. On fait toujours attention à ne pas confondre les indices. C2 oméga. Alors le J, bah, je mets un moins. R1 C1 R2 C2 est égal à UE. Je vous rappelle que j'ai multiplié l'ensemble de l'équation par R1. Et bah, du coup ça s'arrange bien parce que j'y suis presque. On a la fonction de transfert qui par définition vaut US sur UE. J'ai fini mon calcul en fait. Et normalement c'est ce qu'il fallait trouver. Donc c'est J oméga. On a R1 C1 plus R2 C2 plus R1 C2 moins oméga carré R1 C1 R2 C2. Voilà. Donc il me semble que c'est le résultat, on vous le donnait les résultats. Hein. Voilà. Si on regarde R1 C1 R2 C2, R1 C2. Ouais, c'est bon, j'ai le bon résultat. Obtenu assez rapidement. Donc évidemment, quand vous faites ce genre de calcul, c'est quand même pas évident de bien le mener. Hein. Ça demande, on va dire, un petit peu d'entraînement. Mais bon, ça, on va dire que plus vous vous entraînerez, plus vous serez à l'aise avec ce genre de calcul. Donc ce que je vais vous proposer, en fait j'ai déjà répondu à la question 2, je vais vous proposer une deuxième méthode qui utilise le pont diviseur de tension, qui est plus à votre programme on va dire, hein, mais je trouve honnêtement que la loi des nœuds en termes de potentiel ici est quand même très efficace, et surtout ça évite de se poser 50 000 questions, quoi. On nomme chacun des nœuds du circuit, on applique la loi des nœuds en termes de potentiel, on fait les calculs, on arrive au résultat. Ce que je peux faire, c'est vous montrer un petit peu ce que ça donne, une vue globale. Bon, c'est quand même correct au niveau des calculs, hein. Il n'y a pas de dérive calculatoire. On arrive assez rapidement au résultat. Donc je vais vous proposer une deuxième méthode. Donc je vais reprendre le même circuit et je vais appliquer la loi des nœuds, le pont diviseur de tension pour redémontrer le résultat. Donc deuxième méthode. Alors j'ai reproduit le schéma électrique. Je vais nommer quelques points. Là. On va dire ce point, je vais A, B. Ouais, je vais reprendre les. Ouais, non. Je vais les nommer un peu différemment. A, B, C et puis D. Allez. Donc je les nomme différemment que dans la méthode 1. Et la tension qui est là, au milieu, je vais l'appeler U1. Quand je vais appliquer le pont diviseur de tension, en fait, je vais le faire en deux temps. Alors, pour que vous puissiez mieux appréhender le truc, ce que je vais faire, c'est prendre les deux extrémités du circuit. En fait, je vais tirer dessus. Hein, c'est comme si je vais... donc j'étire mon montage. Donc, je tire vers le point D, vers le haut, et le fil qui est en bas, je le tire vers le bas. Et pour bien faire apparaître le pont diviseur de tension. Et là, ce qu'on va voir, c'est que entre A et C, en fait, on a une impédance équivalente, et aux bornes de cette impédance équivalente, j'ai U1. Donc, dans un premier temps,
je vais calculer U1, et une fois que j'aurai U1, je pourrai calculer US en utilisant une deuxième fois le pont diviseur de tension. Donc ça donne ceci. Donc j'ai repris le schéma électrique et j'ai simplement mis de la couleur et j'ai déplacé un peu les composants. Je fais ainsi apparaître la tension U1 qui est ici. Alors je pourrais également la mettre ici, hein. Ça marche aussi. Et la tension UE, bah elle n'a pas bougé. Elle est toujours ici. Donc vous avez donc UE, U1, et pour que vous puissiez bien visualiser donc tout ce que j'entoure là, en fait c'est comme un dipôle. Donc il va falloir que je calcule l'impédance équivalente de tout ce que j'entoure là. Au passage, petite remarque, je vais le mettre ici. On fait disparaître momentanément la tension qu'on veut calculer US. Donc ça en général ça vous gêne un petit peu et c'est normal, parce que en calculant l'impédance équivalente, donc tout ce que j'ai mis dans le carré là, enfin dans le rectangle, vous allez donc faire disparaître US. Voilà, donc je rédige un petit peu. Et je peux calculer le Z équivalent. Donc comme j'ai deux branches en parallèle, donc je vais 1 sur Z équivalent, je l'écris. C'est 1 sur l'impédance qui est là, 1 sur JC oméga, plus 1 sur l'impédance de l'autre branche, et ça c'est R2 plus 1 sur JC2 oméga. Donc il y a un petit peu de calcul à faire pour avoir Z équivalent. Alors ça fait, si on continue le calcul, ça fait 1 sur Z équivalent, ça fait JC1 oméga. Ici je peux multiplier en haut et en bas par JC2 oméga, et ça donne ceci. Je fais disparaître au fur et à mesure les fractions de fractions. Et je continue. Donc ça donne 1 sur Z équivalent. Ça fait JC1 oméga plus J oméga au carré R2 C2 C1 oméga plus JC2 oméga sur 1 plus J. Voilà, donc ça donne une expression de Z équivalent qui n'est pas spécialement simple. Donc finalement, Z équivalent, ça vaut... Donc je renverse le numérateur devient dénominateur, ça donne 1 plus JR2 C2 oméga sur tout ça, JC1 oméga plus JC2 oméga, je rassemble les deux termes, moins oméga carré, R2 C2 C1. Donc je peux appliquer le pont diviseur de tension. Donc on a U1 sur US qui vaut Z équivalent sur R1 plus Z équivalent. Alors je me rends compte qu'il y a une petite astuce éventuellement, c'est si je multiplie par 1 sur Z équivalent en haut et en bas, en fait je faisais apparaître R1 sur Z équivalent. Donc ça pouvait simplifier les calculs. Donc je fais comme si je l'avais pas vu.
Donc j'ai recopié Z équivalent, je continue le calcul. Pour simplifier, ce que je vais faire, c'est multiplier par le dénominateur là, au nu. Je vais multiplier en haut et en bas, ce qui fait que ça va supprimer les fractions de fractions. Donc ça donne ceci. U1 sur US. Il va me rester 1 plus J R2C2 oméga sur donc le R1 fois tout ça, ça donne J R1 C1 oméga plus JR1 C2 oméga moins oméga carré R1 C1 R2 C2 plus 1 plus J R2 C2 oméga. Donc ça, faut pas oublier ces termes là. Donc ça va encore, hein, finalement ça s'arrange assez bien. Et maintenant que j'ai U1, bah, je vais appliquer une deuxième fois le pont diviseur de tension, mais cette fois-ci je vais me focaliser sur la deuxième partie du montage avec R2 et C2. Donc on applique une deuxième fois le pont diviseur de tension. Donc j'ai rédigé un petit peu, donc j'applique une deuxième fois le pont diviseur de tension. Donc je vais me focaliser sur cette partie du montage. Voilà, c'est cette partie-là. Si je regarde, j'ai bien U1 aux bornes de R2 et de C2. Et j'ai la tension US qu'aux bornes de C2. Donc on va refaire un petit schéma. Ouais, je pense que j'aurai pas là. Bon, j'ai le temps, j'ai la place pour faire le schéma. Donc on a ici R2. La capacité C2. Entre ces deux bornes, bah, j'ai U1. Et ici, j'ai US. Donc si j'applique le pont diviseur de tension, donc d'après le pont diviseur de tension, voilà, donc j'ai écrit le pont diviseur de tension. Donc US sur U1, bah, c'est l'impédance du condensateur sur la somme des impédances. On réarrange un petit peu, ça donne 1 sur 1 plus JR2 C2 oméga. Et quand on a ces deux résultats, donc U1 sur US et ce deuxième résultat là, si on les multiplie, bah, ça va me donner US, je me rends compte que j'ai... Pourquoi j'ai mis US là? Alors excusez-moi, j'aurais pas dû mettre US, j'aurais dû mettre UE. Donc c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'erreur. Bah, je vérifie... Ouais, c'est bon. Alors j'ai focalisé mon attention sur le membre de droite et j'ai laissé passer cette erreur là. Bon là j'ai rectifié. Hein. Donc je reprends. Si je multiplie l'équation 1 et l'équation 2 ensemble, ce que je remarque c'est que U1 va se simplifier et j'aurai bien US sur UE. Donc je vais finir le calcul sur la page suivante. Je vais reprendre les deux expressions. Donc là je fais ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire faire des copier-coller. Je vais juste prendre la fin.
Voilà. Donc on peut continuer le calcul. Donc ici on avait US sur U1. Et je vais multiplier 1 fois l'équation 2. Ça donne US sur UE. C'est effectivement égal à US sur U1 fois U1 sur UE. Donc US sur UE, donc là c'est que du calcul. Hein. Ben, c'est égal à 1 sur 1 plus J R2 C2 oméga fois, ben, hop, je fais un copier-coller. Ça ce serait pratique quand même, hein, Ah, j'ai un petit problème de place là. Bon bah finalement je vais le recopier parce que j'ai pas assez de place. Donc c'est 1 plus JR2 C2 oméga. Donc ce que je remarque c'est que ça va simplifier au numérateur là, et au dénominateur. Et ici je vais commencer à rassembler les termes. Donc c'est R1 C1 plus R2 C2 plus, et le troisième terme c'est R1 C2 moins oméga carré R1 C1 R2 C2. Donc là on a ces deux termes qui se simplifient et finalement bah, j'ai le résultat. Normalement c'est le même que tout à l'heure. 1 plus J oméga R1 C1 plus R2 C2. Donc ça je suis sûr que ces termes y sont et je vais vérifier R1 C2. Est-ce que j'ai bien R1 C2? Oui, c'est bon. Plus R1 C2 moins oméga carré R1 C1 R2 C2. Donc bon, je n'encadre pas le résultat, mais je constate qu'on retrouve bien la même chose. Voilà, donc c'est quand même assez calculatoire hein, finalement. Donc on a intérêt, enfin vous avez intérêt à y aller doucement. Bon, j'avais fait une petite erreur de calcul, enfin plutôt ouais, une erreur d'étourderie. Hein, c'était U1 sur UE et pas U1 sur US comme je l'avais écrit tout à l'heure. Bon, de toute façon, on trouve le résultat est donné, donc vous vous acharnez jusqu'à ce que vous le trouviez. Alors on vous donne des critères, on prend R1 sur R2 égale 0,1, on prend R2C2 égale 10 fois R1C1, on pourra poser taux égale R1C1, et bon, ça servira pour réarranger la fonction de transfert. Mais dans un deuxième temps, ici c'est la question 2, en fait c'est carrément la question 3. Bon, c'est pas très important. On vous donne une équation du second degré, donc ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais vous vous doutez bien que ce que vous allez faire là, ça va servir juste après. Donc je vais écrire le discriminant, donc c'est 12 au carré. Alors ici, c'est écrit à l'envers. C'est 10x carré plus 12x plus 1, donc c'est b carré, donc c'est 12 au carré, moins 4 fois 10 fois 1. On va faire le calcul. Donc on trouve 104 pour le discriminant. Et donc je peux écrire les deux racines, x1 et x2. Donc c'est moins b sur 2a. Alors ici faites attention, a c'est ce qui est en facteur de x carré. Donc ça fait 1 sur 2a, ça fait 1 sur 20. Moins b, donc ça fait moins 12, plus racine 204, et ici on a 1 sur 20, moins 12, moins racine 204. On fait des applications numériques. J'ai fait l'application numérique.
Donc on appellera x1, x2, et on choisit x1, c'est la plus petite. Ah bah je me suis trompé. Bon, c'est absolument pas grave du tout, hein. C'est juste au niveau des notations. Donc ça c'est x2 et ça c'est x1. Puisqu'on a choisi x1 la plus petite. Bon, bah, ça c'est vraiment question vraiment très très simple. Alors, évidemment, ça va me servir dans la question d'après. Alors, la fonction de transfert, on va la réécrire. Donc, on a R1, C1. Alors, il faut que R1, C1, c'est taux. Je vais le rappeler ici. R2, C2, on vous dit que c'est 10 fois taux. Et enfin, on a besoin de... Alors, il faut que je remonte. C'est R1, C2. On a besoin de R1, C2. Et R1, C2, je vais dire que c'est R1 sur R2 fois R2, C2. Et R1, C2, et ben c'est 10 fois taux. Et R1 sur R2, on vous donne sa valeur. C'est juste en haut. R1 sur R2, on vous dit que c'est 0,1. Donc je remplace. Et finalement, 0,1 fois 10, ça fait taux. Donc ça s'arrange bien. Donc on peut réécrire la fonction de transfert. C'est 1 sur plus j oméga. Je mets tout en facteur. Donc ça fait 1 plus 10 plus 1. Moins oméga carré. 10 taux carré. Donc, donc là apparaît le 12, apparaît le 10 ici. En fait, je suis en train de retrouver l'équation du second degré qui est là. Donc ça me donne je vais continuer à le réécrire. Ça fait 1 plus 12 fois, alors je mets j oméga taux. Ça c'est une indication de l'énoncé. En fait, je vais faire apparaître ce qui est noté x dans l'énoncé, dans l'indication, plus 10 fois j oméga taux au carré. Donc le signe moins est devenu j carré, c'est pour ça qu'il apparaît un plus. Et donc ça c'est de la forme 1 sur 1 plus 12x plus 10x carré. Et justement, on a les racines de ce polynôme là, et ça peut s'écrire comme ça. Ça fait 1 sur 10 fois x moins x1 x moins x2. Alors pourquoi on a le droit d'écrire ça? On sait que x1, ce polynôme là, du second degré, x1 l'annule, ainsi que x2. Donc il s'écrit forcément de la forme x moins x1 fois x moins x2, forcément. Pour que le coefficient devant x carré soit le même, on est obligé de mettre un facteur 10. Enfin, donc si je rassemble le fait que ça s'annule en x1, x2, et le fait que le terme en x carré doit être de la forme 10x carré, ça ne peut s'écrire que comme ça. Et là, on va utiliser un résultat, donc on n'y est pas encore, parce que si je regarde ce qu'il faut trouver, le x1 est au dénominateur. Donc là, on va utiliser un résultat qui va nous permettre de modifier
facilement cette expression et la mettre sous la forme demandée. Alors, le résultat que je vais utiliser, je vais mettre ici, c'est que 10x1 fois x2, ça vaut 1. Alors ce résultat, en fait, il est extrêmement simple. Le produit des racines, c'est de la forme C sur A. Je le mets entre guillemets parce que ça, c'est ce genre de choses qui sont quelque part dans votre cours de maths. Quand vous avez un polynôme de la forme x carré plus bx plus c, le produit des racines, c'est forcément C sur A. On le voit également dans le passage de là. J'avais regardé le terme au x carré, mais je peux très bien redévelopper ce truc-là. Et le terme constant, ça va être 10x1, x2. Hein, vous pouvez le redistribuer les deux parenthèses là. Le terme constant, c'est 10x1 fois x2. Et ça doit être égal à 1, si on veut qu'il y ait égalité entre ces deux expressions. Donc on peut aussi justifier le résultat comme ça. Comme 10x1, x2, ça vaut 1. Et bien, ce que j'ai le droit de faire, c'est diviser par 1, donc diviser par 10x1, x2. Donc je recopie ce terme-là. x moins x2. Et je divise par 10x1, x2. Qui, je rappelle, vaut 1. Et là, je constate une simplification. Le x1, je le mets dans je divise cette parenthèse avec, et le xd, je divise l'autre parenthèse. Donc finalement, j'ai l'expression suivante, 1 divisé par x sur x1 moins 1, x sur x2 moins 1. Donc là, ça commence vraiment à ressembler au résultat demandé. En effet, je vous rappelle que x, c'est j oméga tau. Alors il y a juste un problème, c'est le signe. Hein, là, le moins est devant le 1, et là, le moins, il est devant l'autre terme. Mais en fait, ça ne doit pas vous déranger du tout, parce que il suffit... Alors je peux l'écrire comme ça. Hein. Si je mets moins 1 au carré, j'ai le droit de faire ce genre de choses. Moins 1 au carré, en fait, c'est 1. Et ce que je vais faire, c'est que je distribue, il y a un moins 1, je le mets dans cette parenthèse, et l'autre moins 1, je le mets dans l'autre parenthèse. En fait, j'inverse les signes des deux parenthèses, et ça donne exactement le résultat demandé. 1 moins x sur x1, 1 moins x sur x2. Donc là, c'est juste de la réécriture, où x, je le rappelle, c'est j oméga fois tau. Donc ça, c'est exactement le résultat qui était demandé. Donc ce que je vais faire, c'est... Moi, je vais encadrer ce résultat-là. Après tout... Voilà. Donc là, j'en ai fini avec cette question, il me semble. Oui, c'est ça. Donc on peut commencer le tracé. On va poser oméga 1 égale moins x1 sur tau, oméga 2 égale moins x2 sur tau. Et donc on peut montrer que h est sous cette forme-là, sous une forme en fait qui doit vous être assez familière. On vérifie quand même que oméga 1 et oméga 2 sont bien positifs. Hein. Ça va être le cas parce que x1, x2 étant négatif, avec le signe moins qui apparaît, qu'on met devant, ça va bien donner des grandeurs positives. Donc je peux le faire ici. Hein. Oméga 1, ça vaut moins x1, on va récupérer la valeur. Donc on avait dit moins x1, ça fait 1,11. Fois 1 sur tau. Et oméga 2,
sauf erreur, c'est 0,09 fois 1 sur tout. Et ça, c'est bien positif, donc ça, tout va bien. On vous demande, hein, l'objectif c'est de tracer le diagramme de Bode de H, et on vous demande de tracer rapidement le diagramme de Bode qui est juste dû au premier terme. 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 1. La question ici, c'est la question 4. Alors, allons-y. Hein. Le gain, je vous rappelle que c'est le module de la fonction de transfert. Donc c'est 1 sur racine de 1 sur oméga 1 au carré. Et vous avez, on en déduit que le gain en décibels, qui je vous rappelle est par définition égal à 20 log du gain linéaire. Donc c'est 20 log de 1 sur la racine. Et avec les propriétés des logs, hein, le 1 sur racine, en fait, c'est exposant moins 1,5. Et lorsque le moins 1,5 se retrouve devant le log, hein, je peux le sortir du log, ça fait apparaître un moins 10. Donc le gain en décibels, 1, c'est moins 10 log de 1 plus oméga carré sur oméga 1 au carré. Donc voilà, je vais encadrer sans trop le mettre en évidence ce résultat-là. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est le diagramme de Bode. Hein. Donc le résultat que j'encadre, c'est pas la réponse à la question posée. Et au niveau de la phase, c'est l'argument du complexe. Hein. Ne prenez pas l'argument du module. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Hein, parmi les erreurs classiques, là, je vous les montre, hein, c'est ici, il y a un moins qui apparaît. Pourquoi? Parce que vous incluez le j dans le carré, vous savez que j carré ça vaut moins 1, et hop, vous mettez un signe moins. Ça, c'est une erreur qu'on rencontre souvent. Ensuite, quand vous calculez l'argument, vous prenez, pas de bol, vous prenez l'argument du module. Donc ça donne des formules en fait qui n'ont ni queue ni tête. Et, il faut toujours partir de la fonction de transfert. Donc l'argument du module, c'est l'argument d'un quotient, donc c'est l'argument de 1 moins l'argument de 1 plus j oméga sur oméga 1. L'argument de 1, ça vaut 0. Et l'argument d'un complexe qui s'écrit comme ça, c'est moins arctangente de oméga sur oméga 1. La partie imaginaire sur partie réelle qui vaut 1. Donc le gain et la phase sont très faciles à obtenir. Donc je vérifie juste si j'ai assez de place. Oui, ça devrait aller. Alors je vais faire l'étude haute fréquence. Je vais me mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est donc haute fréquence, ça veut dire que oméga est très grand devant oméga 1. Le gain en décibels, le gain en décibels 1, je vais écrire son expression. Donc c'est moins 10 log de 1 plus oméga carré sur oméga 1 carré. Et comme oméga est très grand, ce terme il est négligeable. Je rappelle qu'on ne peut négliger un terme devant un autre que s'il y a un plus ou un moins entre ces deux termes. Hein. S'il y a un signe fois ou un divisé, je ne peux pas le faire. Donc ça donne, après simplification, hein, quand j'ai enlevé le 1, le carré, je le sors, donc ça fait moins 20 log d'oméga plus 20 log
d'oméga 1. Et quand vous avez ça, bah, vous reconnaissez ici l'ordonnée sur le diagramme de Bode. Et ici, vous reconnaissez l'abscisse. Voilà. Donc il faut que je trace une droite de pente moins 20. Hein, la pente, elle est là. Et quand vous avez la pente de la droite, ce qu'il vous faut, c'est simplement un point de la droite. Et ben, on peut remarquer que quand oméga vaut oméga 1, et ben, cette droite, elle passe, le gain en décibels vaut 0. Donc je peux tracer complètement la droite. Pour la phase, c'est moins arctangente de oméga sur oméga 1. Donc ça tend vers moins arctangente. Alors je me permets d'écrire ceci, c'est pas très bien, mais et ça vaut moins pi sur 2. Donc la phase, elle tend vers moins pi sur 2, et le gain en décibels, ben, c'est une droite de pente moins 20. Et je fais l'étude maintenant basse fréquence. Voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Basse fréquence, c'est oméga petit devant oméga 1. Alors, je vais pas... Non, là j'ai un petit peu trop zoomé. Voilà, alors je reprends l'expression du gain en décibels. Donc c'est moins 10 log de 1 plus oméga carré sur oméga 1 carré. Et cette fois-ci, le terme qui est négligeable, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que oméga est tout petit. Et du coup, ce terme-là, il est petit devant 1, il disparaît. Et moins 10 de log de 0, ça fait 0. Donc le gain en décibels en basse fréquence, il vaut 0. Et pour la phase, ça va être très simple aussi. C'est moins arctangente d'oméga sur oméga 1. Et ça, c'est égal à 0 en basse fréquence. Donc je peux tracer mon diagramme de Bode. Je peux également faire l'étude en oméga égale oméga 1, mais bon, on va dire, on vous demande de le tracer rapidement, donc déjà, je trouve que j'y passe du temps. Je vais tracer mes axes, donc le gain en décibels, on va dire que c'est comme ça. Et la phase, comme ça. On va mettre une... Ah non, ça va pas. Ça va pas. Alors, on va graduer cet axe. Oméga 1, je vais le mettre ici. Ici, je vais mettre 10 oméga 1, 100 oméga 1. Donc là, c'est oméga 1, 10 oméga 1, 100 oméga 1, 0,1 oméga 1. On nomme les axes, donc là c'est le gain en décibels 1, oméga, en échelle logarithmique. Hein, vous voyez que quand j'avance d'un pas, je multiplie par 10 la pulsation et je vais récupérer les pulsations. Alors, donc l'axe des abscisses, c'est bon. Pour la phase, la grandeur minimale, c'est moins pi sur 2. Je pars de 0. Je peux également mettre le moins pi sur 4. Et pour le gain en décibels, on va dire que je mets moins 20 ici. Et donc ici, j'ai à peu près moins 40. Voilà, comme ça, tous les axes sont bien gradués. Et je vais tracer l'asymptote
haute fréquence. Alors ce que j'avais dit, c'est qu'on a une pente de moins 20, et lorsque oméga vaut oméga 1, donc ici le gain en décibels est nul. Donc je vais avoir un graphe qui ressemble à ça. Donc normalement, je dois passer par ce point-là. Je dois passer par ce point-là. Et l'asymptote va être très bien vérifié en haute fréquence. Et plus je vais m'approcher de oméga égale oméga 1, et moins bien ça sera vérifié. On va, disons, le faire comme ça. On fait la même chose pour la phase. Donc cette fois-ci, on a moins pi sur 2. Je sais que l'asymptote va être très bien suivi en haute fréquence, et quand je vais m'approcher de oméga égale oméga 1, ben ce sera moins bien vérifié. Voilà. Je fais la même chose en basse fréquence. Donc ici je suis l'asymptote gain en décibels égale 0. Et voilà. Donc on a ceci. Oui, je ne le représente pas. Et pareil pour la phase. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Et le tracé réel, je le fais en noir. Il va ressembler à ça. Donc je suis bien l'asymptote en basse fréquence. Et ce que je vais faire ensuite, c'est en fréquence intermédiaire, je vais avoir une courbe qui va ressembler à ça. Voilà, donc j'ai complété le tracé. Si on veut être bien précis, pour oméga égale oméga 1, ici on a exactement 3 décibels. Au niveau de la fréquence de coupure. Donc ça, je fais pas le calcul. On va dire que c'est pas absolument indispensable aujourd'hui. Pour la phase, ça va ressembler à ça. Voilà, donc pour le tracé de la phase, on a ceci. Pour oméga égale oméga 1, on peut montrer que c'est moins pi sur 4. Pour le tracé du diagramme de Bode suivant, pour phi 2, ça c'était phi 1 que j'ai tracé, ben, ça va être exactement la même chose, sauf que ce sera autour de oméga 2 va remplacer oméga 1. Et oméga 2 est beaucoup plus petit. Si on regarde les valeurs, oméga 2, ouais, c'est à peu près 10 fois plus petit. Donc ça, mais par contre, c'est exactement le même tracé. En fait, c'est juste décalé. Donc du coup, je vais reprendre les résultats. Hein, je vais pas m'amuser à tout redémontrer. Voilà, donc c'est le même tracé centré autour d'oméga 2. Alors ce que je vais faire, c'est... Bon, en fait, je vais pas le tracer, je vais passer directement à la question suivante. Et à la question suivante, pour tracer le diagramme de Bode complet, là, par contre, je vais être obligé de tracer le diagramme de Bode de H2. Et en fait, c'est à ce moment-là que je vais répondre à la question 4. Donc, dernière question, on va tracer le diagramme de Bode complet. Alors, pour le tracer, on va utiliser le résultat suivant. Le gain en décibels, en fait, comme H c'est égal à H1 fois H2, et ben, on va sommer les gains en décibels.
Ça, c'est des propriétés des logs, hein, ce qui se démontre très facilement. Et pour la phase, c'est pareil. On additionne les gains en décibels, on additionne également les phases. Donc je vais tracer, on va dire, en rouge, les gains en décibels 1. Et en vert, le gain en décibels 2. Donc pour la phase, c'est pareil. C'est Φ1 plus Φ2. Donc au niveau de la graduation, il faut se souvenir de la valeur de oméga 1 et oméga 2. Donc là, ce que je vais placer, c'est 1 sur taux. En fait, je vais me placer 1 sur taux et je vais placer oméga 1 et oméga 2. On va dire que 1 sur taux, c'est ici. Et donc oméga 1, ça vaut, que je ne dise pas de bêtises, c'est 1,11 sur taux. Alors oméga 1, ça va être à peu près, je vais le mettre en jaune, c'est à peu près ici. Ça c'est oméga 1. Voilà, on a placé oméga 1 et on va placer également oméga 2. Donc on va faire la même chose. On a à peu près ici. Voilà, donc voilà, donc j'ai placé oméga 1 et oméga 2. Alors on va... Ouais, je vais utiliser les couleurs... je vais utiliser... Non, je vais rester en jaune. Ça c'est oméga 2. Et je vais tracer maintenant le diagramme de Bode 1, puis 2, et puis faire la somme. Donc je vais tracer le diagramme de Bode asymptotique pour le gain en décibels 1. Donc ça donne ceci. Ensuite, je passe à peu près par là. Donc on a moins 20 décibels par décade. Et pour gain en décibels 2, on a ceci, puis cette pente-là. Là aussi, moins 20 décibels par décade. Je vais écrire juste en rouge. Donc c'est moins 20 décibels par décade. Pour la phase, on fait la même chose. Donc pour Φ1, c'est comme ceci, et on moins Φ2, moins Π sur 2, et la même chose pour Φ2. Donc je décale légèrement les deux diagrammes de Bode pour qu'on y voit clair. Donc là j'ai tracé les diagrammes de Bode asymptotiques, et là maintenant je vais faire la somme. Donc la somme, je vais le tracer en noir. Donc jusqu'à oméga 2 c'est facile, ça fait 0. Donc on va... ça fait 0, voilà. Donc je décale un petit peu les courbes pour qu'on y voit quelque chose. Ensuite, de oméga 2 à oméga 1, en fait, on additionne 0 à la courbe en vert. Donc je suis la courbe en vert jusqu'à à peu près jusqu'à oméga 1.
et ensuite j'additionne la courbe rouge, la courbe verte, et donc je vais passer à une pente de moins 40 décibels par décade. Je vais faire le tracé. Donc là normalement je suis... Ouais, ça je suis bien placé. Et la dernière partie, donc normalement j'ai une pente à peu près comme ceci. Et là, on a moins 40 décibels par décade. Et pour la phase, donc là en fait je réponds à la question 4, hein. Le tracé qui est en vert, bah, c'est le diagramme de Bode asymptotique pour 2. Donc il y aura juste à l'écrire, hein. Pour la phase, c'est la même chose, jusque là on est à 0, ensuite on a cette partie là, et puis on additionne les deux, donc on descend à moins pi. Donc le diagramme de Bode, quand je le trace, quand j'arrondis les angles, hein, d'une certaine façon, donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus arrondi, mais en gros on a quelque chose. Et ici, le tracé, on va arrondir un peu les angles ici. C'est pas évident à tracer là. Voilà, donc j'ai fini le tracé. Donc on reconnaît bien un second ordre, hein, donc on finit par moins 40 décibels par décade, on a bien un passe-bas. Je vais juste préciser que le diagramme de Bode est tracé à la question 5. Le diagramme de Bode est tracé à la question suivante. Donc finalement, on a réussi à tracer ce diagramme de Bode. Ce que vous remarquez, c'est que quand on met deux circuits RC comme ça, l'un à la suite de l'autre, au début, il ne faut pas se faire avoir. Hein, on ne peut pas appliquer... il ne faut pas avoir un pont de tension là où il n'y en a pas. Donc il y a quand même une phase calculatoire qui est non négligeable, mais en fait, on se rend compte que on arrive quand même à montrer que cette association de deux circuits RC, c'est équivalent à deux filtres passe-bas du premier ordre en cascade. Hein, donc on arrive quand même à montrer ce résultat. Normalement j'ai répondu à toutes les questions de cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.